Ok, donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur YouTube où je vais réagir à la vidéo d'Oussama Hamar. Donc c'est surtout une interview où Oussama Hamar apparaît avec une femme sur OnlyFans, enfin une créatrice de contenu sur OnlyFans, sur la chaîne Pilule Rouge. Donc voilà, je n'ai pas du tout vu la vidéo. La vidéo fait 2 heures. Comme c'est un podcast, c'est un long format. Donc je pense qu'on va regarder deux petites parties de 40 minutes. Je vais sûrement faire quelques cuts, etc. pour couper les passages inintéressants. Mais voilà, on va se regarder ça ensemble. Il y aura certainement quelques petits moments intéressants. Sachant que bon, la chaîne s'appelle Pilule Rouge et on a une créatrice OnlyFans, donc je pense qu'il devrait y avoir quand même pas mal de petits trucs assez croustillants. Donc on va se regarder ça ensemble. Et bah écoutez, c'est parti. Moi, je suis modèle, je sais ce que je fais, j'assume totalement. Mes parents sont au courant, tout le monde est au courant, donc tout va bien. Et au pire, ça me fait de la pub. C'est un métier qui me rend vraiment heureuse. Que tu le veuilles ou non, il y a l'apport à la société. Ces femmes, d'abord, elles développent des revenus alors qu'avant, elles n'en développaient pas. Donc en termes de sortie de la pauvreté et en termes de développement économique et de l'impact que ça va avoir sur leurs enfants, tu peux te raconter ce que tu veux. Vous êtes peut-être libre de poster des photos de vous à poil sur ces applications. Et moi, je suis libre de dire, j'estime que c'est de la prostitution et que je trouve pas ça ni éthique ni moral. Y a pas besoin d'être chrétien pour comprendre qu'il y a un problème, tu vois. J'ai une position qui peut être un petit peu ambivalente parce que je suis aussi catholique pratiquant. C'est pas de la prostitution, OnlyFans. Madame de Pompadour, qui a une descendance française, qui se prend pour des aristos dans ce pays et qui fait des rallyes, ont une arrière-arrière-grand-mère qui est une... Moi, si j'étais toi, je couperais ce passage. Tu vas passer pour le plus gros con de l'histoire de l'humanité. L'unique avantage que je vois aux plateformes type OnlyFans et Mime, pour moi, c'est... Mais toi, t'es incroyable. Je suis en train de tomber amoureux, là. Tu sors des dingueries. Ok, il y aura des petits passages croustillants. Oussama Hamar qui tombe amoureux. Allez, c'est parti. Premier cast qui va, je l'espère, devenir un peu animé, éventuellement un peu de clash ou non. Mais voilà, autour de moi aujourd'hui, j'ai donc quatre invités que je vais laisser se présenter les uns après les autres. Petite particularité de l'émission, en plus de votre nom, votre âge, ce que vous faites dans la vie, vous pouvez aussi donner votre situation amoureuse, que vous êtes en couple, célibataire ou autre chose. Écoutez, on va commencer par Oussama Hamar, qui est notre invité spécial de cette émission et que je suis ravie d'accueillir aujourd'hui. Oussama, je te laisse te présenter. Oussama Hamar, situation matrimoniale très amoureux. A beaucoup d'amour à donner. J'ai 3 compagnes qui s'entendent très bien. Voilà. Et parce que tu es polyamoureux, c'est ça? Voilà, polyamoureux. C'est officiel, d'accord. C'est officiel. Ouais. Maintenant, ça l'est. Pendant longtemps, j'ai pas voulu en parler. Et puis en fait, à un moment, je me suis dit, c'est... 3, c'est 3 fois mieux. Hein. C'est pas pour rien que la matrimonie est civile. C'est parce que c'est un sujet d'ordre public. Et donc, j'ai commencé à en parler. Ok. Et juste au niveau de ton activité, j'imagine que beaucoup de gens qui nous regardent doivent te connaître. Pendant longtemps, j'étais entrepreneur. Ouais. Depuis 2 ans, je suis avocat contre The Family. À temps partiel, dans 4 juridictions. et normalement, s'ils finissent par me laisser tranquille, je serai directeur d'un studio de dessin animé qui utilise l'intelligence artificielle pour faire des dessins animés. Ok, excellent. Voilà. Écoute, je te laisse te présenter également. D'accord. Alors, perso, c'est mon tout premier podcast, vraiment. Ouais. Je m'appelle Messalina, je suis créatrice de contenu, donc pour adultes sur des plateformes privées, simplement. Situation matrimoniale, je suis libertine et j'ai un chien. D'accord. C'est tout. C'est lié les deux ou... Là, le short, il va faire mal. Ça commence bien. Mais non, mais t'inquiète pas, ça pourra pas aller pire. On a 30 secondes de podcast. Tu ne me connais pas, ça va être pire, mais en point. C'est étonnant, mais... Écoute, enchantée Messalina, et puis écoute, c'est mon premier podcast aussi. Non, c'est bizarre parce que le son de la présentatrice et d'Oussama, il est incroyable, et le son des autres micros, il est un peu pourri. Bon, on va voir si ça reste comme ça, mais... Donc comme ça, on est tous à égalité ici. Même galère. Voilà. Bonjour, moi c'est Laurie, j'ai 24 ans, je suis étudiante en communication digitale et j'ai été 1 an sur OnlyFans, voilà. Donc je suis ici un petit peu pour parler de mon expérience sur cette plateforme. Et ma situation matrimoniale, je suis célibataire, mais par contre je suis pour l'amour unique dans le sens... La monogamie, quoi. Monogamie, voilà, Okay. c'est ça. D'accord. De toute façon, je pense qu'on aura l'occasion de discuter de pourquoi est-ce que tu as aussi voulu arrêter de créer ce type de contenu. Je vais laisser finir le tour de table et puis on reviendra là-dessus. Yes. Mais écoute, salut tout le monde, moi c'est Lorenzo, j'ai 23 ans, bientôt 24. Ça fait depuis 2020 que j'ai plusieurs business en ligne, donc je vis à plein temps de mes activités en ligne. Et là, la raison pour laquelle je suis sur ce podcast, c'est parce que j'ai aussi une agence OnlyFans.
Et j'ai une position qui peut être un petit peu ambivalente parce que je suis aussi catholique pratiquant. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un petit peu. Ouais, ça pourrait d'être intéressant. Tu vois pas de contradiction particulière entre ton activité et ta pratique religieuse. On rentre dedans dès maintenant ou parce que si on en parle, non, t'as raison. On va peut-être en parler juste après, mais oui, en tout cas, on va y revenir. Mais dans les grandes lignes, en tout cas, j'imagine que si tu fais ce type d'activité, c'est que tu n'en vois pas, quoi. Non, pour moi, OnlyFans c'est le diable. Mais par contre, j'essaie aussi de sortir les modèles avec qui je travaillais de cette industrie. Et aujourd'hui, je leur propose de faire des nouveaux business. J'espère avoir eu un impact positif sur les personnes que j'ai rencontrées dans cette industrie. Ok, super. Je sais pas s'il faut que je me présente. Ok, ça a l'air un petit peu touchy. OnlyFans c'est le diable, mais je travaille dedans, mais vous en faites pas. J'ai contribué à ce que les modèles ne restent pas dedans. Bon, ça me paraît un petit peu spécial. Je pense que ouais, ça va être un très très bon podcast. Je pense que je vais faire 3 ou 4 parties parce que ça va être quelque chose. Mais Thaïs Descuffon, donc du coup hôte de ce podcast, et j'ai 24 ans aussi, et donc comme on le disait en off, la cousine cachée de Laurie, il paraît, puisqu'il y aurait un petit air de ressemblance. On vous l'avait pas dit. C'est maintenant. Mais non, mais écoutez, merci à vous tous d'être venus. Le sujet principal de ce podcast, ça va être en gros, en fait, OnlyFans, c'est une plateforme qui fait de plus en plus parler d'elle et qui a surtout explosé pendant le confinement. Il se trouve que la plupart d'entre vous ont eu une expérience avec cette plateforme. Et donc, pour rappel, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est un peu un Instagram, mais avec du contenu pour adultes, où du coup, les créatrices, les créateurs de contenu font payer à leurs abonnés un abonnement pour avoir accès à des images à caractère sexuellement explicite, des vidéos à la demande, etc. Et ça a notamment la particularité, si je ne m'abuse, on peut avoir une discussion avec les modèles et entretenir presque une relation para-amoureuse, je sais pas trop comment le qualifier, mais... Ouais, exactement. Ouais. En gros, ça se présente comme un Instagram, les gens payent pour avoir accès à un feed sur lequel les modèles postent des photos, et après, ils peuvent discuter avec les modèles, et les modèles peuvent vendre du contenu supplémentaire en discussion privée. Et donc, évidemment, le jeu pour les modèles, c'est un petit peu essayer de bâtir une relation avec l'abonné, et qu'il a envie d'en voir plus, et de dépenser plus d'argent aussi. Donc c'est un peu ça le concept. Ça. Et donc forcément, moi, je vous cache pas que les prises de position que j'ai pu tenir sur ma chaîne privée, parce que là, du coup, on est sur une chaîne secondaire, mais j'ai une chaîne personnelle, donc Thaïs Descuffon. Moi, c'est vrai que OnlyFans, c'est pas franchement le type de contenu que je plébiscite et le genre de plateforme que je trouve forcément en adéquation avec mes valeurs. Je suis pas forcément pour l'interdiction de celle-ci, mais c'est vrai que je milite plutôt pour que les hommes en sortent, parce que je pense que ça entretient la frustration des hommes occidentaux. Je pense que ça participe aussi à la créer et à la faire exploser en Occident. Maintenant, j'ai quand même conscience que ça répond aussi à une demande, donc ça va être aussi tout l'objet de ce débat. Donc la question, c'est est-ce que vous pensez que OnlyFans, est-ce que c'est éthique ou pas? Je vais commencer par... excuse-moi, rappel. Tu peux m'appeler Messa. Messa, ok, super, parfait. Ouais, d'accord, mais ils se connaissent pas du tout dans ce podcast, quoi, là. Ils se sont rencontrés à l'instant. Messa, est-ce que tu penses que OnlyFans, c'est quelque chose d'éthique? Est-ce que peut-être toi-même tu travailles dedans, mais à choisir, tu préférais faire autre chose? Qu'est-ce que tu penses moralement d'OnlyFans et de Mimi? Alors, c'est un petit peu long, je te préviens, parce que ça va partir en dissertation de philo. Tout d'abord, pour moi, OnlyFans, c'est totalement contraire de toi. Tu vois, quand j'y pense. En gros, je t'explique un truc. Tu vois, quand t'es une femme, du coup, tu vois très bien. Quand t'es sur une appli de rencontre, t'es littéralement submergé de demandes. Et toutes les 5 discussions, il y a un mec, le premier message qu'il va t'envoyer, c'est tu nude. Et en vrai, sur OnlyFans, je pense de retrouver ça. Mais en fait, d'être totalement libre de choisir à qui je parle, même je peux faire payer mes photos, tout ça. Donc moi, au contraire, c'est-à-dire que je suis vraiment libérée par rapport à qui je donne mon image, ce que j'en fais. Et au contraire, je pense que cette même comment dire, redonner aux femmes le pouvoir de ce qu'elles font, de leurs photos, de qui elles rencontrent, à qui elles parlent. Voilà. Il y a quand même eu pas mal d'histoires de photos sur OnlyFans qui leak et au final où on se retrouve avec c'était l'influenceuse Polska qui a arrêté récemment les plateformes de contenu pour adultes et qui disait en larmes que sa petite sœur était venue la voir parce que en fait à la récréation on était venu lui dire regarde les photos de ta sœur et mine de rien est-ce qu'on a vraiment tant la maîtrise que ça sur les photos qui peuvent sortir de la plateforme? Et du coup ma question aussi c'est est-ce que c'est vraiment un choix vraiment personnel et qui n'impacte que toi? Finalement, ça peut aussi impacter ton entourage. Et à ce moment-là, est-ce que du coup, la notion de moralité intervient ou non? En vrai, c'est comme n'importe quel nude, je me dis. C'était dans une relation, tu peux même une relation de mariée, t'envoies des photos à ton conjoint, il suffit que vous divorciez, que ce soit en mauvais termes, et là, paf, il les balance. Et ça existe depuis la nuit des temps. Dès qu'il y a eu des photos, par exemple, le nombre de filles qui, même à l'époque des Polaroids,
ceux qui les imprimaient et tout, ça n'a pas changé. Et en fait, la seule chose qui va changer avec les nudes habituels, c'est juste qu'on fait payer. Donc pour moi, ça reste comme n'importe quelle photo. Qu'est-ce que tu envoies? C'est vrai que le risque, par contre, de leak, il est quand même bien différent Oui. entre juste un nude envoyé en privé à quelqu'un et des photos sur OnlyFans. Qui sont partagés à des centaines de milliers de En fait, personnes. la grosse différence, c'est l'échelle, quoi. Quand t'envoies un nude à ton mec, bah, t'envoies une personne. Là, quand t'as un feed, etc., et quand tu fais du chatting, quand tu fais des trucs à grande échelle, etc., bah, en fait, c'est des centaines, voire des milliers de fans. Et du coup, bah, oui, tu augmentes tes chances de leak, quoi. Bah, c'est juste une question d'échelle, quoi. C'est pas les mêmes quantités de photos ou de vidéos que t'envoies à des quantités de personnes différentes, quoi. Donc, ouais, c'est ça qui est. C'est ça, moi je sais qu'en tant qu'agent, c'est un discours que je tiens à chaque modèle que je recrute. C'est oui, attends-toi à ce que tes photos elles leak, Mais et vont attends-toi à ce que ta forcément maman va les recevoir, ton père Oui. aussi, et tu peux pas y échapper. On essaie de payer des services de suppression de leak et tout ça, mais c'est quand même C'est relativement hyper compliqué. Ouais. Après, la différence, Ça va, il s'en bat les couilles, il a son téléphone. c'est que moi, en tant que modèle, j'assume. Je sais ce que je fais. Je vais pas me dire, ah bah tiens, ça a leaké, quelle surprise. Non, je sais ce que je fais, j'assume. Par contre, moi, je me mets à la place d'une fille qui envoie ça à son plan cul ou à n'importe qui, mais la confiance dans le gars est détruite, la confiance en toi est détruite, alors que moi, je suis modèle, je sais ce que je fais, j'assume totalement. Mes parents sont au courant, tout le monde est au courant, donc tout va bien. Oui, voilà, tu fais que du contenu avec lequel t'es à l'aise avec l'idée que ça leak un jour et que les gens en soient au courant. Voilà. Ouais. Et au pire, ça me fait de la pub. C'est vrai. Et mais par rapport, tu disais, ton entourage proche, tes parents, etc., ils sont au courant de ça. Mais t'as pas de frères, de petits frères, de petites sœurs qui pourraient. Frères et sœurs. Ouais. Et eux aussi, ils sont d'accord avec ça. Son client, directement. Et t'es pire en pire, toi. Il y avait non mais tu rigoles, mais j'ai vu une histoire comme ça assez sale qui est sortie récemment sur Twitter. Je crois que c'était en Norvège ou en Suède. Un père le père d'une fille qui produisait du contenu sur OnlyFans se met à discuter avec une modèle sur la plateforme, entretient quasi une relation avec elle, paye pour ses photos, pour se rendre compte au final que c'était sa fille. Et il le savait pas. Non, Il a parce pas qu'elle reconnu avait sur les photos. Il a pas reconnu sur les photos, dépression totale. Il a pas reconnu, C'est quand même étonnant. c'est ta fille, comment tu ne peux pas reconnaître son corps? Après, peut-être Désolée. qu'elle était faceless, peut-être. Oui, elle fait son Tout le monde connaît Oui, je pense plutôt. L'histoire. Oui. Le compte OnlyFans de la fille, c'est un super coup marketing en fait. Mais oui. Mais il y a quand même C'est des pas histoires mieux, quoi. familiales dans l'OFM. Oui. On connaît tous les deux une modèle qui est modèle de mère en fille. Sa maman est modèle OnlyFans, elle est modèle OnlyFans aussi. C'est quand même particulier. Alors, excuse-moi, mais c'est que le dernier, les maisons closes, c'était aussi comme ça. Hein. Pardon? Les maisons closes, je sais que le dernier, c'était pareil. Hein. Ah bah peut-être, ouais, je connais pas trop. En même temps, t'étais élevé dans une maison close. Oui, ouais, Tu ça voulais fait faire quoi d'autre quoi. Donc, Pourtant, Edith Piaf n'est pas non plus devenue. Est-ce que c'est par rapport au fait que tu produis ce type de contenu que tu es libertine, tu disais? Ah Ou non, c'est, c'était déjà avant. Ah d'accord, tu étais déjà avant, donc là finalement le chemin était un peu tracé, quoi. Oui, alors pas vraiment, j'ai toujours grandi dans un milieu pas hyper évident, artistique, tu vois. Et c'est toujours un milieu qui m'a beaucoup, beaucoup intéressée, vraiment. Genre pour moi, les femmes qui dansent dans les cabarets et tout, c'est des déesses, vraiment. Je les adule, elles sont magnifiques, elles font un travail qui est incroyable. Même les danseuses dans les bars, c'est un truc que je trouve incroyable, tu vois. Pour moi, j'ai aucun mal là-dessus. Tu vois une vraie proximité entre des danseuses de cabaret et poster des photos de Bah, l'image. l'image. Donc toi tu vois ça comme une forme d'art. Oui, c'est de l'art Ouais. pour elle, je pense. Ouais. D'accord, ok, Vraiment. c'est de l'art comme si tu veux un tableau de la Renaissance avec les femmes qui posaient nues. Et ce genre de d'une choses. certaine manière, j'ai envie de te dire. bah, ouais. Oh, vas-y, je t'en prie, Non, vas-y. vas-y. Je crois que tu vas dire la même chose que moi, vas-y. Les modèles qui étaient des modèles pour les peintres, elles étaient payées pour être nues dans des universités, des écoles d'art devant les peintres et tout. Elles étaient payées pour ça, c'était vraiment une forme d'art, tu vois. Elles étaient respectées pour ça. Ouais, et d'ailleurs, elles étaient traitées de la même façon par les Thaïs de l'époque que tu le fais Oui. maintenant. Et Ah, elles, bien sûr. C'est-à-dire que la Thaïs d'aujourd'hui trouve que les tableaux de la Renaissance, c'est une forme d'art hors du commun. Ah bah, j'allais y venir justement, Ouais. c'est que c'est pas que en soi ces tableaux soient mal faits, mal peints, Ah là, il vient de la mettre dans la merde. Là, il vient de la mettre dans la merde. qui puissent pas être beaux. Enfin, en revanche, moi, ce que je pointe du doigt en fait, c'est comment dire, le fait que, par exemple, les modèles OnlyFans Ouais. peuvent adopter des postures de comment dire. Par exemple, refusent qu'on les traite de néo-prostituées, par exemple, et n'assument pas ce statut-là, et par exemple, et des prétentions à, je sais pas, une vie de famille, une vie de couple, qui soit la même que des femmes qui, pour le coup, n'ont pas ce type d'activité. Et en l'occurrence, dans les prises de position que je tiens, j'ai jamais dit, enfin, comment dire, je veux pas forcer telle ou telle personne à agir de telle ou telle manière. Moi, je prône à fond la responsabilité individuelle et la liberté personnelle. Maintenant, ça empêche pas les individus externes de porter un
jugement sur ce type d'activité et je m'autorise à porter un jugement sur ce type d'activité. Disons que voilà, vous êtes peut-être libre de poster des photos de vous à poil sur ces applications et moi je suis libre de dire que j'estime que c'est de la prostitution et que je trouve pas La prostitution, oui, bah oui, on y revient. Ça ni éthique ni morale. Donc effectivement, voilà, après je libre à vous de faire ce que vous voulez avec ces plateformes. Non, c'est bien qu'on en parle. Moi j'aimerais bien revenir juste sur la comparaison avec des tableaux de la Renaissance de femmes nues. Oula, j'ai pas non plus l'ego, t'inquiète pas, mais bon. Pardon. J'ai pas non plus l'ego, tu vois, de me prendre pour. Ouais, il y a quand même une différence entre l'aspect de sublimation de la beauté d'une femme à travers des skills d'un peintre à l'instantané d'une vidéo, d'une sextape que t'envoies sur OnlyFans. J'ai envie de te dire, ça va dépendre de ce que tu fais, tu vois. Qu'est-ce qui t'est Non mais attends, je suis désolé, là il y a un... il y a un gros désaccord. Non mais c'est pas un désaccord, c'est petit cours de philo. Merci. Tu vois, Kant, dans sa critique de la raison pratique, il parle de ça. Il parle du fait qu'en fait, ce qu'on définit comme art, à chaque génération, se dégrade à la génération d'après, et que la nouvelle génération a l'impression que la génération d'avant sublimait, alors que chaque génération d'artistes est toujours vue comme une forme de vulgarité. Et en fait, tu peux voir ça comme un espace où, par définition, comme ce qui est de plus en plus accepté est de plus en plus accepté, ça veut dire que tout ce qui est en dehors de cet espace a besoin de monter en gamme. Et c'est pas pour rien que le porno, sur les 40 dernières années, n'a que fait d'être de plus en plus hard, parce que ce qu'on considère comme érotique, ce qu'on considère comme tabou et ce qu'on considère comme sexuel, l'espace a grossi. Et donc, en fait, ce que t'appelles, toi, sublimation, c'est finalement qu'un tout petit spectre sur le truc. Et le fait qu'on travaillait, tu vois, quand les photographes sont arrivés, on disait que c'était pas du vrai art parce que c'était instantané, etc. Que tu le veuilles ou non, on ne définit plus l'art depuis très longtemps par le travail. Quand Malevich il fait carré noir sur fond noir, tu vois ce tableau, qui est un de mon tableau préféré, parce que c'est un troll, tu vois, c'est du storytelling. C'est un tableau tout noir, et le titre c'est carré noir sur fond noir. C'est-à-dire qu'il y a une infinité de carrés noirs sur une infinité de fonds noirs. Bah, moi, ce troll, il a complètement réinventé la définition même qu'on a de l'art, et on ne définit plus l'art par le travail depuis 40 ans. Mais je veux dire, pour moi, c'était un des aspects de le voir, mais quand je dis qu'il y a une différence qui est colossale avec un tableau de la Renaissance, c'est sur plein de points. Je veux dire, par exemple, est-ce que tu ferais ton activité si tu gagnais pas d'argent pour ça? Mais les modèles de la Renaissance ne faisaient pas cette activité s'ils gagnaient pas d'argent. Ils étaient incroyablement bien payés. Oui, mais là, c'est les startups de l'époque. Là, tu compares les deux modèles. Là, je parle aussi de la production du produit fini, de la vidéo ou alors de la peinture. Mais la peinture, elle était vendue. Oui, mais je veux dire, il y a une démarche un petit peu de supérieure et mais c'est quand même désintéressé. Et c'est faux. Alessandro Barrico, c'est le titre du livre, c'est Les vaches du Visconti et Mozart. En fait, ce qu'il explique, c'est qu'on a une vision moderne de l'art non commercial. Et c'est une vision complètement fausse. Pendant des siècles et des siècles, l'art égale business. Je vais donner deux exemples qu'il donne dans son livre qui, moi, m'ont fait mourir de rire. Je sais pas si tu écoutes un peu d'opéra. Bah ouais. Ouais. T'as remarqué que 100% des opéras de Mozart finissent bien au premier acte, et c'est très différent par rapport aux autres opéras de Mozart. Ok. Et alors, les gens à l'époque étaient étonnés parce que l'opéra était un art dramatique, et Mozart, avec la flûte enchantée, le mariage de Figaro, amène à la fin. Et pourquoi? C'est parce que Mozart est le premier artiste de l'histoire à avoir un partenariat avec l'opéra, qui s'appelait l'opéra Buffa, parce qu'en Italie, on allait à l'opéra pour manger, et on sert le repas à la fin du premier acte, et Mozart s'est rendu compte que quand les gens étaient déprimés à la fin du premier acte, ils mangeaient moins, ils buvaient moins, alors que quand ils étaient joyeux, ils bouffaient, ils mangeaient, et comme il avait un pourcentage là-dessus, il a changé 100% des opéras. Tu vas pas me dire que c'est pas une démarche commerciale. Je suis pas sûr que Mozart, ça soit... Quand même, il est extrêmement fort, Oussama Ammar, en débat, parce qu'il arrive à prendre les pensées de la partie adverse, faire une belle métaphore sur quelque chose qui est immuable et qui bouge pas, genre Mozart, et que tout le monde connaît et que tout le monde idole. Et le mec juste se fait détruire son argument que comme quoi OnlyFans c'est pas de l'art, et que avant ce qu'il faisait c'était vraiment de l'art avec la peinture, parce qu'en fait là du coup il vient de faire vraiment un rapprochement entre l'art d'avant et l'art de maintenant, et du coup là le point de vue d'Oussama Ammar est juste appliqué là, et là tout le monde va fermer sa gueule là. Pour ce qu'elle a précisément, parce que si, c'est exactement ça. Tu parles de la flûte enchantée, par exemple, c'est tout un processus initiatique. Non, ça c'est postérieur. Alessandro Barrico,
Les Vaches du Wisconsin. C'est un des plus grands musicologues, historiens de la musique, et il te montre le processus commercial. Il te montre les correspondances de Mozart avec les opéras. Et si la flûte enchantée, c'est un acte initiatique et tout ce que tu veux, c'est normal que ça finisse bien, puisque c'est justement une leçon initiatique. Bah, elle est pas contente en bas à droite. Là. Elle est pas contente du tout là. Elle est pas contente. La flûte enchantée. Il aurait pu choisir un autre sujet. Je pense que la question, c'est pas tant de considérer. Enfin, à la limite, si vous considérez que c'est de l'art, bon, je pense que l'art, c'est quand même une notion qui est assez subjective pour le coup. Mais je pense que c'est pas tellement sur le plan-là qu'il faut se positionner, c'est plutôt sur l'éthique ou non. Oui, c'est moi qui non, mais c'est plutôt, non, bien sûr, mais c'est plutôt sur l'éthique ou non du business. Ouais, l'éthique ou non du c'est quoi ta business, définition la de moralité. l'éthique? En fait, Qu'est-ce qui est moral et qu'est-ce qui est pas moral? En fait, c'est vrai que la notion de morale, c'est pas forcément le terme le mieux choisi, mais bon. Choisis-le, c'est pas grave. Ou éthique. Ouais, voilà, ou éthique, mais en fait, c'est surtout, est-ce que à l'échelle de la société, est-ce que ce type de contenu, ce type de plateforme est bénéfique ou a des répercussions négatives sur l'ensemble de la société, et en l'occurrence, les répercussions sont plutôt négatives. Enfin, je veux dire, il n'y a jamais eu autant de célibat de masse chez les hommes, il n'y a jamais eu autant de frustration sexuelle. Je pense pas que ce soit à cause de ça, vraiment. Et supposons que ce soit à cause de ça. Imaginons. Et je pense que, mais en fait, pour le coup, je pense que l'unique aspect positif, l'unique avantage que je vois aux plateformes type OnlyFans et Mime, pour moi, c'est la sélection naturelle. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, on va peut-être tomber d'accord, il y a une certaine forme de sélection naturelle du coup qui s'effectue chez les hommes. Il y a ceux qui vont tomber dans l'addiction à ce type de plateforme et puis qui finalement en fait vont jamais avoir l'énergie nécessaire, la motivation de se trouver une compagne dans la vraie vie. Et en fait, ceux qui sont sur OnlyFans, ils vont mourir, du coup ils vont pas se reproduire et dans 100 ans ça n'existera plus. Voilà. Et donc du coup là, on va dire ils sont un petit peu balayés par C'est l'anti-idiocratie. Ouais. Non mais c'est un petit peu c'est l'idée. Le problème, malgré tout, c'est qu'en fait, avec les réseaux sociaux, ce phénomène, on va dire, de sélection naturelle, il est en fait démultiplié, amplifié. Et pour le coup, là où on parlait d'un tableau, d'accord, peut-être qu'il y a une nana qui a posé à poil, qui, en l'occurrence, à l'époque, les femmes qui faisaient ce type d'activité, c'était quand même des courtisanes. Donc pour le coup, c'était Pauline Bonaparte. Une forme de prostitution contre échange monétaire. Maintenant, le fait est que un tableau, ça n'avait pas l'impact que ont les réseaux sociaux et les plateformes avec des centaines de milliers d'abonnés, où ces femmes-là vont se faire un fric colossal. Et on peut se demander aussi si, mine de rien, c'est très c'est vraiment très approprié que ce soit ce type de contenu qui génère autant d'argent aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre Elle est un peu jalouse que les créatrices de contenu OnlyFans fassent un fric colossal et qu'elles fassent du contenu sain, éducatif et red pill et que ça marche pas. La société pour que ça fasse autant d'argent, quoi. Et c'est là où, pour le coup, je vois un problème. C'est là où elle est pas d'accord. C'est là où elle est pas d'accord. Elles ont pas autant de mérite que elle, qui travaille beaucoup avec son Apple Watch et ses réseaux sociaux. Ouais. Et des répercussions négatives, notamment chez les hommes. Alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis. On va le prendre en 4 points. Ouais. Allez, c'est fini. C'est fini. Il a fait ses petits points. Il avait son petit bullet points. Point numéro 1. Tu dis c'est pas éthique parce que ça a des conséquences négatives sur la société. Si c'est ta définition de l'éthique, si on estime que les conséquences d'une action doivent définir l'éthique, dans ce cas-là, il faut que l'État interdise l'alcool, la cigarette, des milliers de poisons, les engrais, les pesticides. Ah, mais j'ai dit que c'était pour l'interdiction de ce type de plateforme. Attention, j'ai pas dit ça. Alors, dans ce cas-là, la cigarette, c'est immoral. L'alcool, c'est immoral. Les pesticides, c'est immoral. Donc, tu vas aller voir un agriculteur et tu vas lui dire « Vous êtes pas éthique de mettre des pesticides dans votre champ, vu les conséquences meurtrières que ça a sur la fertilité et l'anti-sélection naturelle que ça a. Les gens les plus intelligents vivent dans les villes. Les gens dans les villes mangent des produits qui sont issus de l'agriculture sous pesticides. Donc, ça veut dire que le taux de fertilité dans les villes baisse. Donc, l'agriculteur devrait avoir des vidéos entières sur lui, toute la journée, en le traitant de mec pas éthique. Mais c'est pas lui qui est visé.
c'est la nana sur OnlyFans comme si c'était un sujet important. Et c'est juste pour te montrer qu'en fait, que tu le veuilles ou non. C'est pas la nana sur OnlyFans. Mais il y a un vrai phénomène de société autour de ces plateformes et on peut pas. C'est un phénomène de société qui est tout petit. Non, c'est vraiment pas marginal. Par exemple, on prend la plateforme Mime, c'est uniquement francophone, il y a 13 millions d'utilisateurs. Ouais, mais il y a combien d'hommes français en âge d'être sur Mime? Oui, mais il y a 13 millions d'utilisateurs, il y en a combien qui achètent tous les mois? 13 millions? Non, peut-être pas 13 millions. Sans blague. Maintenant, en tout cas, alors vas-y. Maintenant, révèle le chiffre de combien de gens achètent tous les mois. Sur Mime, je sais pas, j'ai pas les chiffres. Bah, tu sais très bien que c'est moins de 5%. Parce qu'en fait, Mime, il vient avec leur marketing en disant c'est 13 millions de personnes. Tu sais très bien comment ça s'appelle. Ça s'appelle une vanity métrique. Ouais. C'est une vanity métrique pour que toi tu vendes ton business et que Mime vende sa boîte et sa valorisation. Mais la réalité de l'usage. Et maintenant, si tu regardes les chiffres d'OnlyFans qui eux sont publics contrairement à ceux de Mime, quand tu regardes la consommation sur OnlyFans, t'as 1% des hommes qui représentent 80% du chiffre d'affaires. Oui, c'est ça. Ouais. Ça c'est réel. Mais donc ça veut dire que c'est un phénomène minoritaire. Non, mais là il y a trop de stats à décrire parce que oui, forcément, il y a 1% des hommes qui font 80% des dépenses déjà. Mais oui, mais parce que rien que sur Terre, il y a 1% des hommes qui ont 80% de l'oseille. Donc c'est minoritaire. Sur OnlyFans, il y a des étudiants roumains c'est comme si tu disais l'argent et le bling bling était un phénomène majoritaire dans nos sociétés parce qu'on le voyait sur Instagram des mecs en Lamborghini. En tout cas, le fait est que pour le coup, enfin, même si c'est une, je pense que c'est plusieurs facteurs qui rentrent, comment dire, combinaison de facteurs. Ouais, je crois qu'ils vont se faire déchirer pendant 2 heures par Oussama. Hein. Ça va être terrible. Ça va être terrible. Qui fait que, par exemple, il y a cette explosion du célibat de masse dont je parle quand même pas mal. Et pour le coup, c'est quand même le célibat de masse, tu penses que c'est de la faute de Mime ou du fait que les gens ont plus d'argent, plus de travail, une inflation malade? Ils ont plus d'argent à cause de Mime. Hein. Mais n'importe. Il y a un paquet de mecs qui sont addicts. Mais tu peux pas. Qui sont addicts à ça, qui mettent toute leur oseille. Et tu sais qu'ils ont plus les moyens de rencontrer une fille IRL. Il a une agence ou il est contre les plateformes de jeux? C'est super bizarre. Ils sont en train de tout claquer dessus. Mais c'est faux, puisque 1% des hommes mettent 80% de l'argent. Tu vois bien que c'est faux. En tout cas, tous ces hommes-là, ils sont célibataires aussi pour cette raison, tu vois. Oui, mais donc, c'est pas eux qui représentent la majorité des hommes. Je dis pas que c'est la majorité des hommes. Si, tu viens de dire la majorité des hommes n'ont pas de relation irréelle parce qu'ils mettent tout leur argent sur Mime. Mais ça, ou autre chose, je veux dire, ils sont pas actifs dans leur situation, quoi. Je mets pas toute la responsabilité de ce fait-là sur les applications type OnlyFans et Mime. C'est pas une question de toute la responsabilité. Ce que je te reproche, c'est de venir mettre la lumière sur un truc qui est vraiment anecdotique par rapport... Anecdotique, c'est quand même une plateforme qui a explosé. Il a quand même raison. Je viens de redire les chiffres. T'as 13 millions d'utilisateurs, t'as moins de 5% d'utilisateurs actifs. Oui, mais même OnlyFans. Déjà, t'es sûr qu'il y a 5% d'utilisateurs actifs? Bien sûr, même pas, je pense. Ouais. Je connais les chiffres de OnlyFans, je connais pas les chiffres de Mime. OnlyFans, c'est 5% d'actifs. Okay. Mais c'est normal. Tout le monde s'inscrit par curiosité, tout le monde machin. D'ailleurs, t'as qu'à regarder vraiment les gens qui sont vraiment addicts à Mime, c'est des phénomènes du même niveau d'addiction que les alcooliques, que la... Ouais, c'est comme les casinos même. T'en as, ils envoient des mails, je veux faire supprimer mon compte s'il vous plaît, parce que j'arrive pas à me tenir. Mais et toi, Laurie, du coup, parce que toi, t'as quand même été sur ces plateformes-là, t'as décidé de quitter ces plateformes-là, pour quelles raisons, finalement, si ce n'est, mine de rien, que t'étais peut-être un peu mal à l'aise aussi avec ce type de contenu? Alors, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je suis pas mal à l'aise avec un type de contenu, tu vois. Moi, j'ai décidé pour ma part de discuter avec ces gens-là qui sont venus sur mon compte et qui ont eu un abonnement. Et je me suis aperçue que c'est pas forcément la création de contenu que je faisais beaucoup sur la plateforme, mais plutôt la discussion. Et je me suis dit que OnlyFans, justement, il manquait un truc pour vraiment discuter beaucoup avec les gens, etc. Apprendre à les connaître et même qu'ils aient un avis féminin ou des conseils. Donc je me suis dit que il faut que je trouve un autre moyen du coup pour parler avec ces gens, puisqu'il n'y a pas de notification, etc. C'était un peu compliqué. Donc j'ai décidé en fait de changer de plateforme et d'aller sur une application qui s'appelle Dialme pour pouvoir même, ne serait-ce que même les appeler, donner des conseils, des avis extérieurs, etc. D'accord, mais donc en fait finalement, dans la nature du contenu que tu produis, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Non, moi, par contre, je n'ai jamais fait de nu, par exemple. Ah, ok, d'accord. C'est une précision que j'avais pas compris. Ouais. J'ai jamais fait de nu, mais après, chacun est libre de faire vraiment ce qu'il veut. Sur cette plateforme, il y a tout type de profil. Vous le savez, il y a des c'est quand même plus connu pour le contenu pornographique. Pour le coup. Ouais, mais ça prend des tournures. Il y a pas mal de modèles qui faisaient pas de nu et qui faisaient beaucoup d'argent. Oui, je pense que ça tourne très bien. Ça prend des tournures. Il y a des femmes qui lisent les cartes, l'avenir, le futur. Comme l'appli Patreon. Et moi, ce que je trouve, sur Patreon, quand tu produis du
du contenu un peu intellectuel sur lequel tu as travaillé, c'est quand même autre chose que se prendre en photo 2 secondes. Ah voilà, c'est exactement ce que je dis tout à l'heure. Écoutez ce passage. Du contenu un peu intellectuel sur lequel tu as travaillé, c'est quand même autre chose que se prendre en photo 2 secondes de ses fesses ou je sais pas quoi. Enfin, je pense que quand même le travail que ça représente est quand même pas le même. Maintenant, En fait, voilà, elle est juste purement jalouse parce qu'elle fait du contenu éducatif où elle travaille beaucoup. Et il y a des femmes qui font du contenu pas éducatif et qui gagnent 10 fois plus qu'elle. Ouais, donc c'est vrai que c'est terrible pour elle. On ressent une grande haine dans son discours. Intéressé au sujet alors, si tu penses ça. Pourquoi? Vraiment. Parce que créateur de contenu, c'est bien plus que prendre une photo de ses fesses en 2 secondes. Vraiment. Ça dépend. Par exemple, une fille qui est sous agence, nous, généralement, elle travaille maximum 1 heure par semaine, je dirais. Oui, mais ça, c'est Mais fait pour attendez, les agence. gars, il y a de la vertu dans le travail maintenant. De quoi? Vous en êtes là? Ah non, mais non, c'est moi, pas j'ai une pas dit question ça. de c'est une Juste, question de. Pour le coup, on Mais la parle valeur- OnlyFans à Patreon. Bah justement, mais OnlyFans et Patreon, c'est pour ça que les gens sur Patreon gagnent pas d'argent et les gens sur On peut OnlyFans quand même, gagnent de est-ce qu'on l'argent. peut quand même Malheureusement, les comparer artistes. peut-être l'apport à la société que peut avoir, je sais pas, Mais c'est quoi le critère d'apport à la société? C'est un critère de merde. Que tu le veuilles ou non, il y a l'apport à la société. Ces femmes, d'abord, elles développent des revenus alors qu'avant, elles n'en développaient pas. Donc en termes de sortie de la pauvreté et en termes de développement économique et de l'impact que ça va avoir sur leurs enfants, tu peux te raconter ce que tu veux, mais ça a beaucoup plus... que ça va avoir sur les enfants, on pourra y venir plus tard, parce que pour le coup, il y a des vrais impacts négatifs au-delà de l'aspect Mais purement faut arrêter. financier. Et ça vient de qui? Est-ce que ça vient de l'artiste? Non, ça vient des gens qui sont en dehors, qui viennent voir ces enfants-là et qui viennent leur montrer les photos et tout. Bah, c'est Oui, quand même enfin, de la c'est la prise de risque de responsabilité. base, ça, C'est c'est quand pas même de la grave. responsabilité Non, mais de ça- la potentielle mère de famille de prendre le risque qu'un jour ces Mais comme enfants tout. ne se fassent éventuellement harceler. Thaïs, Oui, non, mais je suis pas c'est en train comme de tout. dire, je suis pas en train de dire que il faut aller harceler ou avoir ce type de discours-là. Même toute façon, si je suis ouais. quand même, je pense je pense que je suis la seule sur ce plateau à m'être prononcée en faveur du slut shaming, qui est la pratique de faire honte aux femmes qui ont des comportements déviants à l'échelle de la société. Et ça, je le revendique totalement et on pourra revenir dessus je plus tard dirais pas éventuellement. déviant, je dirais en dehors de ce que vous pensez de morale. Mais maintenant, je pense que c'est pas. Enfin, je veux dire, pour moi, il y a évidemment différents degrés dans le slut shaming et le harcèlement n'en fait pas partie. Évidemment que je suis absolument pas pour défendre le harcèlement de quelque forme que ce soit. Maintenant, c'est sûr que ces enfants-là, on a beau vouloir les protéger, leur enseigner la tolérance ou je sais pas quoi, on n'est pas maître des réactions des extérieurs et on peut pas non plus. Enfin, comment dire, on peut pas les protéger à 100% de cela. Et puis ça peut être même traumatisant pour un enfant. On peut lui expliquer ce qu'on veut. moi, je suis d'accord avec Thaïs. Pour le non, coup, mais tu vois, c'est vrai, rigoler imagine- et vous Non, mais- regarder. mais Mais, non, mais, imagine-toi. non, mais toi, t'es d'accord avec... Alors, Mais- bon, déjà, ouais, t'as une agence OnlyFans, toi. j'ai une agence. Il va le remettre un petit peu dedans. T'as une agence et tu défends pas ce que tu fais. OnlyFans, Donc, même t'es plus d'accord avec ça? précisément backstage.cam maintenant, parce que ça fait un peu plus d'argent. Mais Donc, t'es d'accord avec ça et donc t'es d'accord précisément avec ça? backstage.cam maintenant, parce que ça fait un peu plus d'argent. Mais Donc, t'es d'accord avec ça et donc tu penses, toi, tu viens dans ce plateau Mhm. et tu nous expliques sincèrement Ouais. que tu vas traumatiser des enfants et t'es d'accord avec ouais, ça? mais c'est réellement ça, c'est un pacte avec le Et diable. ça, Tu vois. c'est Donc, pas à chaque média qu'une fille elle envoie, il y a plus de chances que son gamin, quand il aille Ouais. dans la cour de récré, il y a un de ses Donc, collègues qui lui montre les fesses de sa maman. Tu vois. Donc, Dans la cour de dans le récré, mec vraiment, le moins éthique Ouais. du monde, c'est toi, en fait. Bah, moi, sincèrement, ce que je fais, c'est que les modèles avec qui je travaille, je leur offre une porte de sortie. Et très fréquemment, en plus, ce que tu observes, c'est que les modèles, quand tu les écoutes sincèrement, Ouais. elles font ça pour l'argent. Et si elles pouvaient faire autre chose, elles feraient autre chose. Bien sûr, mais comme tous Bah- les gens, ma mère était femme de ménage, elle faisait ça pour l'argent et si elle pouvait faire autre chose, elle l'aurait fait. Bah, exactement. Comme Bah, du beaucoup coup, tu penses que ma mère, elle a pas bah, souffert chose, de moi, ça? je suis arrivé un petit peu par hasard dans l'industrie de l'OFM. Non, mais Et attends. toutes les modèles avec qui je travaille, Réponds à elles une sont en train question d'arrêter simple. leur activité. Mais réponds à une question Mhm. simple. T'as une agence OFM. Ouais. Tu aides des femmes à venir sur OFM. Pardon? Et tu aides des femmes à se développer sur Non, OFM. bah oui, mais elles sont déjà. J'ai jamais Ok. initié une fille OnlyFans. Par contre. Tu prends des petites modèles et tu vas les faire scale en fait. Non, je travaille avec des influenceuses. Ah ok. D'accord. Et donc tu es en train de me dire que malgré tout, tu Mhm. penses que c'est immoral ce qu'elles font. Ouais. D'accord. C'est Et Alors ça, c'est un tu nouveau- bosses, ouais, pour ça, elle. c'est un nouveau niveau là. Pourquoi? Mais tu te rends compte de ce que ça veut dire? C'est Mais c'est je intéressant. t'écoute. Et toi, si tu Mais non, pouvais mais faire. j'ai pas besoin de te dire Ouais. plus que ça. C'est tu le dis toi-même. Tu dis je fais un truc immoral Oui. et je suis à l'aise de le faire. Non, elle le faisait sans moi. Moi, je viens, je prends ma commission, et en plus de ça, je leur propose de changer Es-tu d'activité. immoral ou pas? Bah moi, est-ce que je pense à... Mais il a pas d'agence, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je viens, je leur prends une commission, puis je leur dis d'arrêter. avoir un impact Réponds à positif ou négatif sur cette industrie? Je pense avoir un impact positif. Comment?
Bah, en faisant en sorte qu'il y ait... En aidant... Bah, je réduis l'offre, en fait. Pourquoi tu réduis l'offre? Bah, parce que je sors des modèles d'OnlyFans. Elles étaient déjà sur la plateforme, je les rencontre, je travaille un petit peu avec elles, et je leur propose de faire autre chose par la suite. Ah, mais tu parles en leur nom, tu continues à créer du contenu. Enfin, elles font du contenu et toi tu les envoies. Le temps de la transition. Oui, le temps... Ouais. Et tu en pas profites. très Après, celles qui veulent pas changer d'activité, elles sont encore dedans. T'es vraiment. Moi, je pense que moi, si j'étais toi, je couperais ce passage. C'est vrai? Ouais. Tu vas passer pour le plus gros con de l'histoire de l'humanité. Bah écoute, Non mais tu te rends sincère, compte. tu vois. Mais non mais tu te rends compte. T'es en train vraiment de faire croire. Tu veux faire croire aux gens qui nous regardent. Mais par contre, je suis pas en train de dire, j'essaie de faire le bien, hein. Je suis pas en train de dire j'ai le bon comportement. C'est ce que je viens de dire mot pour mot. Moi, je dis que c'est pas si mal que ce que tu penses. Non, j'ai pas pensé mal ou pas. C'est toi-même qui ramène le sujet de la morale. Tu dis les enfants vont être traumatisés par les modèles. Ça, c'est certain. C'est certain. Alors je pense pas. Je pense que vous vivez dans un monde qui n'existe plus. Vous vous rendez pas compte du changement des mœurs. Vous vous rendez pas compte de ce qui arrive à ces enfants. Je pense pas qu'un enfant de 6-7 ans, le changement des mœurs... Mais tu racontes n'importe quoi. On m'a raconté la même chose sur les parents qui étaient gays et qui allaient traumatiser leurs enfants. Ah oui, c'est vrai. Moi, quand j'avais 18 ans, je militais pour le mariage gay dans des associations gays. Et je me souviens, tout le monde m'expliquait mais s'ils ont 2 papas ou 2 mamans, ça va être la fin du monde, ils vont être moqués, ils vont être traumatisés, ils vont être machin. Va dans n'importe quelle école bobo où t'as 30% des parents qui sont homo maintenant, et il y a aucun gamin qui a aucun problème avec ça. Et d'ailleurs, les gamins, tu leur apprends très tôt à résister à ce genre d'attaque, etc. et d'en être fier. Et d'ailleurs, dans l'émission américaine, je sais plus comment elle s'appelle, on en a parlé tout à l'heure. Tu sais, l'émission, un peu comme... Whatever Podcast? Ouais, Whatever. Il y a cette nana qui a dit, elle va te référer le mec lui dit, vos enfants vont être traumatisés. Et elle dit oui, ils seront traumatisés dans une Ferrari, c'est pas grave. Et en fait, il y a un moment, je pense, je sais pas de quel milieu vous venez, mais je pense qu'il y a un truc que vous percutez pas. C'est que le changement économique a beaucoup plus d'impact positif sur le long terme. Et on le sait parce qu'on l'a vu avec les femmes du demi-monde au 19e siècle. Vous savez combien de gens de la bourgeoisie française ont une arrière-grand-mère qui était membre du demi-monde? Vous connaissez le chiffre? Je veux dire, Madame de Pompadour, qui a une descendance française, qui se prend pour des aristos dans ce pays et qui fait des rallyes, etc., ont une arrière-arrière-grand-mère qui est une pute. Donc il y a un moment... Une courtisane. Non, une pute. Et donc, si tu veux... Non, mais si tu veux, il y a un moment, faut quand même arrêter de nous raconter que c'est la fin du monde, les gens vont être traumatisés. C'est pas ça le vrai truc. Le vrai truc, c'est qu'on vit dans un monde où tout le monde a envie d'imposer sa définition du bien aux autres. Et moi, je vais donner la seule définition de l'éthique qui est acceptable en société. C'est que l'éthique, tu dois faire la distinction entre 2 choses. Le rapport de soi à soi et le rapport de soi à autrui. Le rapport de soi à soi doit être libre et parfaitement libre. Et toutes les sociétés qui essaient de réguler le rapport de soi à soi ont une forme de fascisme. Et c'est toujours la même chose. Dans les sociétés, on espère qu'on pense qu'on veut le bien des autres, qu'on va faire une meilleure société, un meilleur monde. Les communistes nous ont raconté ça pendant des années. Les hypercapitalistes nous ont raconté ça. C'est toujours cette obsession. Il y a quand même une différence fondamentale entre là ce que tu décris et moi qui non, mais je t'accuse pas. Je te dis en termes d'éthique, le rapport de soi à soi et le rapport de soi à autrui. Le rapport de soi à autrui doit être régi par une seule chose, c'est que quand tu fais une action, est-ce qu'elle fait du mal aux autres ou pas? Justement, je pense que OnlyFans fait du mal aux hommes. Et c'est là où, pour le coup, je suis pas d'accord dans la notion de le caractère inoffensif. Si les hommes de ces sont plateformes. si fragiles. Non, mais il y a déjà quelque chose. Si les hommes sont si fragiles comme je le disais pour tout à faire l'heure. du mal avec OnlyFans plutôt que l'alcool, la drogue, la cigarette, les champis, la MD, l'ecstasy, la kétamine, si tu mets tous ces trucs-là en ligne. Mais il y a quand même une accessibilité à ces plateformes qui n'est pas la même que celle aux drogues. Il y a une stigmatisation de ces plateformes qui n'est pas la même que celle, pour le coup, qui est beaucoup plus forte sur les drogues. Et tu sais comment c'était la stigmatisation des drogues dans les années 60? Non, mais dans les... Et maintenant, tout le monde dans ton milieu prend de la drogue. Malheureusement, à Paris, il y en a beaucoup qui en prennent. Drogue à OnlyFans, c'est pareil. Tu vas sur un canal Telegram et t'as tout ce que tu veux. C'est plus dans notre milieu qu'on prend de la drogue que dans le milieu ouvrier des Vosges. Faut quand même pas... C'est des drogues différentes. Comment? Disons que ce que je défends, c'est une forme de stigmatisation de ce type de contenu et des répercussions que ça a. Mais cette stigmatisation de contenu, c'est juste un choix collectif de la société et c'est une stigmatisation qui va disparaître par la fréquence. C'est quand même un business dans une certaine forme que je trouve malsain parce qu'il repose littéralement
sur la frustration sexuelle de centaines de milliers d'hommes. Et pour le coup, j'étais la première à le dire tout à l'heure, il y a une forme de sélection naturelle que pour le coup, voilà, c'est le seul avantage que je vois à ces plateformes. Pour autant, il y a quand même un cynisme dans la création de ce contenu que je trouve assez sale. C'est quand même une folie de parler de sélection naturelle. Elle pense vraiment que ça va avoir un effet dévastateur, que ouais, carrément tous ceux qui vont être sur OF, ils trouveront jamais l'amour, ça va être terrible. Ouais. Putain, ouais, c'est quelque chose. Hein. Elle a vraiment une haine profonde pour les créatrices, pour la plateforme en général, c'est vraiment grave. Hein. Elle horripile ça, vraiment. En fait, c'est le truc Red Pill, je crois. Hein. Elle est vraiment elle est vraiment matrixée. Hein. On sait en plus que il y a de plus en plus d'hommes qui sont sur ces plateformes qui développent des sentiments même parfois amoureux pour les filles auxquelles ils sont abonnés, qui parfois s'endettent avec des sous qu'ils n'ont pas pour avoir des messages vocaux d'une fille qui lui dit juste qu'elle l'aime. Moi je trouve que c'est terrible et je vois difficilement je vois difficilement comment une jeune femme qui produirait ce type de contenu serait à l'aise avec ça, comment elle le vivrait, de se dire que déjà en plus potentiellement tomber sur quelqu'un dans la rue, même potentiellement un peu un détraqué, hein, qui est abonné à son contenu, qui la reconnaît, ça a quand même des conséquences pour le coup qui peuvent être néfastes sur elle, sur sa famille, etc. Et je parle même pas, comme on le disait tout à l'heure, de la stigmatisation à l'école de ses futurs enfants, ou alors son couple qui pourrait en être ébranlé, etc. Mais le fait est que c'est un business qui repose là-dessus. Et oui, c'est là où je vois une forme d'immoralité, dans le sens où ça a en fait une exposition à cause d'internet qui explose, et donc du coup avec elle aussi explose cette frustration sexuelle. Il en a toujours existé de la frustration sexuelle, certes, sauf qu'en fait aujourd'hui on en vient à des niveaux qui sont juste délirants. Mais pourquoi tu es obsédé par les conséquences et pas par les causes? La frustration sexuelle, c'est pas à cause d'OnlyFans. OnlyFans, c'est la conséquence de cette frustration sexuelle. C'est de l'offre et de la demande. S'il n'y avait pas de demande, il n'y aurait pas d'offre. Je pense que c'est un cercle vicieux qui s'auto-alimente. Toi, tu penses il y a une frustration de base. Il y a un homme de grande valeur, il finit sur OnlyFans, il regarde du OnlyFans et boum, il sombre parce qu'il est exposé à OnlyFans et il devient une loque humaine qui ne peut pas faire d'enfant. C'est petit à petit, c'est le principe de la tentation. Mais non. Il y a des individus qui sont plus faibles que d'autres. Il y a des individus qui, s'ils n'avaient pas été exposés à ce type de contenu, potentiellement auraient une vie parfaitement normale. Bien sûr. C'est connu. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le taux d'alcoolisme dans la société. Oui. Je vois pas le rapport. Le taux d'alcoolisme dans la société est à peu près le même, quel que soit le taux d'exposition. Pour le coup, mais tu vas pas me dire que les mecs qui sont frustrés sexuellement, s'il n'y avait pas OnlyFans, ils n'auraient pas d'autres moyens d'aller se détruire sexuellement. Avant, ils allaient dans les peep shows, avant, ils allaient dans les trucs. Oui, des endroits dangereux, ils pouvaient choper des MST. Et ouais, exactement. Et donc, en fait. Ouais, mais au moins, ils ont une vraie relation, tu vois. Enfin, il y a au moins un truc physique, quoi. Quelle vraie relation. Non, mais je veux dire. T'es au courant quand tu la payes, elle t'aime pas vraiment? Non, mais d'accord. Je m'inquiète, là, sortez vraiment. T'es sûr de ça? Ce que je veux dire, c'est que là, c'est vraiment purement virtuel. OnlyFans. Et justement, c'est la sécurité. C'est plus sûr. C'est plus sûr, mais. T'es au courant quand tu la payes, c'est pas vraiment. Pourquoi j'ai pas envie d'avoir des plaisirs virtuels dans la vie. Au moins les prostituées donnent un peu plus de leur personne, quoi. Et alors, tu retires quelque chose. Mais si on parle de prostitution. Moi, je suis pour la légalisation de la prostitution, pour le coup. Allez, c'est bon. On va s'arrêter sur ces belles paroles. 30 minutes. On s'arrête après la légalisation de la prostitution. Ouais, parce qu'elle travaille. Là, regardez, je vais essayer de deviner ce qu'elle va dire. Et si j'ai raison, on arrête la vidéo là et ça sera la première partie. Là, elle va dire, moi, je suis pour la légalisation de la prostitution parce qu'au moins, elles font un vrai boulot. Au moins, elles travaillent, elles donnent de leur corps, il y a une forme de valeur, etc. Et l'éthique est bien meilleure qu'une créatrice de contenu sur OnlyFans. C'est étonnant. Je comprends rien, non. Mais ça n'a aucun sens. Non, mais pas du drôle. Non, mais tu vois, non, mais vas-y, par le passé, tu vois, justement, à l'ère où les réseaux sociaux n'existaient pas, Internet n'existait pas, etc. Justement, belle époque, disons que ça avait ses avantages, ses inconvénients. On est là pour en discuter. Mais le fait est que, à l'époque, cette frustration dont je parle, elle était bien moindre. Déjà parce qu'il y avait le mariage monogame qui, pour le coup, assurait plus ou moins à une majorité d'hommes à avoir accès à une femme, et inversement. Et parce que la famille était le socle de la société, et parce que ne pas être marié, par exemple, c'était stigmatisé, c'était mal vu, fallait faire des enfants. Et par exemple, même l'Église était pour les maisons closes.
dans la mesure où du coup ça canalisait quelques mecs un peu isolés plus ou moins, qui éventuellement bon bah voilà, pour le coup eux étaient je vais te dire, ça frustrés. serait pareil avec OnlyFans. Mais non, parce que les applications, parce que justement Internet ça a fait exploser ça en fait. Je préfère qu'un homme un peu tordu, tu vois, me demande une photo de moi. Ah, elle a même pas continué sur son argument. Moi, j'aurais bien voulu qu'elle débatte sur le fait que la prostitution, c'est mieux qu'OnlyFans. Franchement, là, je suis vraiment dégoûté de ne pas avoir eu ce passage-là. Bon, bah écoutez, c'était tout pour la première partie. En vrai, si je coupe ça en 40 fois, ouais, ça devrait nous faire une 2 heures. Donc, je vais faire 3 parties sur ce podcast. Voilà, je vous ferai sûrement peut-être un autre demain, peut-être un autre après-demain. Donc voilà, j'espère que ce petit extrait vous a plu. Il y a eu quelques passages intéressants. Encore une fois, Oussama Ammar, le GOAT du débat. En face, ça panique tout simplement. Ça émet des arguments qui sont pas bons, qui sont pas fondés. Il balance des trucs comme ça juste parce que derrière il y a des sentiments, il y a des émotions. Elle est complètement frustrée, la présentatrice. Je sais pas qui c'est, je veux pas savoir. Mais voilà, bon, c'est un peu triste pour elle d'avoir un si faible point de vue centré sur un truc dont elle ne maîtrise pas en fait le sujet. Quand tu dis que la prostitution c'est mieux qu'OnlyFans, il faut vraiment commencer à se remettre en question. Enfin bon, bref, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. On se retrouve pour la partie 2 dans les prochains jours. Allez, ciao ciao.